with it. Balancez vos ondes positives. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien en ce mois de janvier. Nous sommes à nouveau tous ensemble réunis pour balancer vos ondes positives. Bonjour les garçons, bonjour les filles. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui ? On est au top. On est au top du top. Et toi, est-ce que tu vas bien, Marc ? Oui, je vais super bien. Je vais super bien. Nous sommes ensemble pour balancer vos ondes positives. Qu'est-ce que c'est que balancer vos ondes positives si vous ne le savez pas encore ? Eh bien, simplement, notre mission, si nous l'acceptons, et nous l'avons accepté, c'est de vous montrer la lumière au bout du tunnel. C'est de vous raconter des choses, quels que soient les sujets que l'on aborde, quels que soient les thèmes d'actualité. C'est de faire en sorte qu'on termine toujours avec une note d'espoir, avec une piste de solution, avec une pointe d'humanisme, et que contrairement aux médias, à la majorité des médias aujourd'hui, que l'on entend, mass médias et autres, qui nous balancent 95% d'informations négatives ou anxiogènes, eh bien nous prenons le parti inverse. Et nous faisons le pari que malgré toutes les informations que l'on reçoit partout dans le monde, et que balancer vos ondes positives soit la référence un jour de cette incroyable aventure que nous vivons, c'est-à-dire de transformer ce monde. Ah, quelle puissance, tu le balances là. T'as vu le projet. Incroyable. Et donc nous avons tous et toutes, avec un extraordinaire bonheur, le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et nous avons donc autour du micro Vince Canté. Bonjour Vince. Bonjour, comment ça va, Marc ? Je vais super bien. Alors qu'est-ce que tu vas nous balancer aujourd'hui ? Quel est le sujet et quelle est ta météo interne ? Tu me connais, je suis très déterminé, ça c'est toujours ma météo interne. Je fonce tête baissée en rase-motte, quoi qu'il arrive, pour essayer de raconter un maximum de choses. Et aujourd'hui, je vais vous raconter le climat. Merci beaucoup. Emna Chaouch, bonjour. Salut. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du profit à tout prix avec une météo interne d'un orage qui gronde. Merci Caroline Avermersch. Hello, hello. Eh bien, aujourd'hui, c'est une surprise parce que je vais vous faire une devinette. Et puis, ma météo, bien, j'ai mes règles. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? On va applaudir. Incroyable. Comme tous les mois, finalement. Bravo aux femmes Bouteille de champagne, s'il vous plaît. C'est bien de l'avoir dit, c'est bien d'avoir osé le dire. C'est top. Merci. Alors, Isa de Mailleux. Alors, on va parler de cette fameuse question, comment ça va ? Comme un lundi, et moi, ça va comme un samedi. Édouard Mondron. Eh ben, écoute Marc, je reprends un petit peu l'historique de Brice de Nice. Aujourd'hui, je suis van lifer, ascendant snowboarder, ascendant rêveur, pardon. Ça, Tu t'es Brice. auto-cassé. Et je suis excité comme un coucou pour cette chronique. Tu vas devoir nous expliquer ce que c'est qu'effectivement un van lifer. Alors Stéphanie, bonjour. Stéphanie Grandjean. Alors oui, on va parler des jeunes, des études et du travail. Et moi, je me sens pleine d'espoir. Merci Virginie S. Bonjour. Bonjour Marc, alors moi je vous invite à vous reconnecter au rythme des saisons et je me mets au diapason hivernal, je ralentis. Le ralentissement pour Virginie et Nathalie Gilly. Eh bien moi aujourd'hui je vais vous proposer une autre mission ocytocine où il sera question de mode d'emploi et pour ce faire je suis toute pétillante. La pétillance de Nathalie et pour terminer Romain Gousteau qui est avec nous et qui va nous raconter aujourd'hui. Bonjour Marc. Bonjour. Aujourd'hui on va faire le premier tour d'Europe des solutions et aujourd'hui on va aborder le sans-abrisme mais sans fatalisme. Et ta météo interne ? Je me sens curieux. Merci à vous d'être là de l'autre côté. J'allais dire du transistor, ça c'est vraiment... J'allais dire, c'est quoi papy ? C'est marrant, c'est des réflexes qui reviennent, c'est quand même magnifique. Hein. On est dans l'audio, Marc. Est-ce que tu sais que radio c'est bien, mais l'audio c'est mieux. Voilà, et on est dans... Oui, j'ai un papyrus pour toi, si tu veux. Allez, eh bien, démarre aujourd'hui Isabelle de Mailleux. Isa, tu vas nous dire que tu te portes comment ? Comme un lundi ? Ah, Marc, si seulement. Alors, quand je suis arrivée au boulot lundi, mon collègue m'a posé cette fameuse question, comment ça va ? Je lui ai répondu, comme un lundi. Et oui, ça peut arriver. Il m'a répondu d'un ton étonné. Comme un lundi ? J'étais prête à lui dire, oui, comme un lundi. En plus, le ciel est tout gris, le travail a repris, beaucoup trop de soucis, des petites tartines ce midi. Bref, c'est cafard ici. J'ai relevé la tête, et là, j'ai vu que c'était pas mon collègue, mais un étudiant qui me posait la question. Ouais, cerise sur le gâteau, ce matin, on m'a collé un stagiaire.
Nos regards se croisent. Et là, je ressens un certain malaise. Nous ne sommes apparemment pas branchés sur le même canal. Lui est excité comme une puce, déjà prêt à dégainer son carnet de notes et me poser 1001 questions. Et moi, prête à aller me recoucher si par miracle on me le proposait. Il ne me lâche pas du regard et il cherche toujours une réponse. Pourquoi ce lundi n'a pas l'air d'enchanter tout le monde ici ? L'expression que je lis sur son visage me trouble. Je me revois, là, 10 ans plus tôt, commencer moi-même mon premier stage, avec cette impatience de découvrir le monde du travail, le monde des adultes, le vrai monde, là où mes rêves auront enfin leur place. Mais où est parti ce petit moi ? Ce petit moi qui était sûr que repeindre le monde serait facile et passionnant. Ce petit moi qui avait plein d'idées et d'enthousiasme. Bah oui, on dirait bien qu'il a disparu, ce petit moi. Mais aujourd'hui, face à ce stagiaire, j'ai un électrochoc. Est-ce réellement ça que j'ai envie de lui transmettre ? Comme un lundi et je subis ? Pourquoi est-ce que j'ai pas écouté Suzy ? Suzy, ma petite voix, celle qui me soufflait sans cesse plein d'idées et de projets, celle qui croyait en moi et en mes capacités, celle qui rêvait d'une vie haute en couleurs et forte en émotions. Non. À la place, j'ai écouté Freddy. Freddy, c'est mon autre petite voix. Freddy préfère être sage, raisonnable et ne surtout pas faire un pas de travers. Freddy a privilégié les « il faudrait que »,« je devrais quand même »,« qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je fais ça ?» Mais ce lundi, face à ce stagiaire, lundi rime avec « ça suffit ». Ça suffit car je veux lui montrer que j'ai un cœur et des tripes, que je peux me rebeller contre cette monotonie qui nous gagne. Et que Suzy, je peux encore l'entendre, cette petite voix qui nous connaît bien, très très bien même. Elle peut nous servir de guide si nous acceptons de l'entendre et de lui faire confiance. Et on peut lui faire confiance, car elle n'a pas oublié nos rêves d'enfant. Et que ces rêves, ils ont toutes les raisons d'exister et d'être exploités. Concrètement, comment ça se passe ? En fait, Suzy, elle peut se manifester de plein de manières différentes. Elle est super créative. Ça peut être par exemple croiser un ami dans le métro qui vous parle d'un projet. Et oui, c'est rarement un hasard. Ces personnes qui se mettent sur vos chemins, vous parlent, et puis cela fait émerger une idée en vous. Ça peut aussi être à la radio, ou en podcast, en audio, où une dizaine de chroniqueurs vous balancent ces ondes positives, et là, une phrase vous marque plus qu'une autre. Ça peut se manifester à travers un livre, un jeu, un rendez-vous. Bref, n'importe où. Le tout est de laisser une petite place à cette voix qui peut faire des miracles. Et quand on te demande comment ça va, et que tu réponds comme un lundi, c'est que tu as mis Suzy trop longtemps en silencieux et que Freddy le sérieux s'est un peu trop imposé ces derniers temps. Alors, face à Jean, parce que déjà ce stagiaire, il a un nom, j'ai repris ma réplique et j'ai dit avec mon plus beau smile, comment ça va ? Comme un lundi, comme un samedi, yalla, c'est parti, youpi ! Balancez vos ondes positives. Merci. Alors, comment est-ce que vous vous sentez ? Est-ce que vous vous sentez comme un lundi ? Je me sens déjà comme une nouvelle année. Oui, ça c'est déjà un bon plan. Mais moi j'aime bien les lundis. J'aime bien les lundis. Mais un lundi au soleil, non ? Ah oui, c'est comme ça qu'on les aime. Ah bah oui, attends. En fait, moi, de moins en moins, les jours se ressemblent tous. Donc lundi, dimanche, samedi, je sais pas. Ok, merci Edouard. Et ça va bien, en fait. Oui, c'est ok. Oui, ce à quoi ça me fait penser, c'est que j'ai longtemps, le dimanche soir, je disais souvent, j'avais ma maladie du dimanche soir. Oh. le ventre qui se noue, pas envie d'être lundi. Et à partir du moment où il y a un peu plus de douceur dans la vie, mais ça s'est un peu mieux passé. Emna ? Ouais, je voulais rebondir sur ce que disait Edouard par rapport au fait que lundi, dimanche, peu importe, ça change rien. Effectivement, je vis ça de plus en plus et je pense qu'à partir du moment où on aime ce qu'on fait, il n'y a plus de séparation vraiment entre le moment où on travaille et le moment où on se fait plaisir et on s'amuse. Et évidemment, c'est important de garder un équilibre et de faire des pauses, histoire de passer du temps avec sa famille et de faire ses autres hobbies. Et je dis bien autres hobbies parce que quand on aime ce qu'on fait, eh bien, c'est un hobby. Et je parle par exemple d'ici, là, ce qu'on est en train de faire, c'est un hobby. Donc voilà, effectivement, je pense qu'on devrait tous aller vers la réponse « Comment ça va ?» comme un lundi, et donc super. Merci Emla. Nous allons, après cette ouverture comme un lundi, nous allons partir dans une direction qui est assez vaste, assez puissante, assez interpellante, comme un climat. D'ailleurs, tu dis souvent quelle est ta météo, mais quel est ton climat alors du coup, en sachant que c'est beaucoup plus systémique? Waouh, ça c'est une très très bonne question. Ah, il faut que je la fasse maintenant, tu vois. Il n'est pas tempéré. Moi j'aime bien climat exotique. Climat exotique, c'est cool ça. C'est bien. Oui, ou alors tempéré. Ou méditerranéen. Non, mais tempéré, j'aime bien. En fait, j'aime beaucoup la nuance.
j'aime beaucoup la nuance. En fait, j'aime beaucoup les impressionnistes. Parce qu'ils rajoutent des petites choses, tu vois, des petits coups de pinceau au fur et à mesure. T'es en microclimat, quoi. C'était bon ça. Joli, voilà. Vince Canté, c'est à vous, monsieur. Tu vois, c'est avec ça que j'ai envie de commencer. C'est un petit peu le climat. Aujourd'hui, on utilise 3 termes. Le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, encore un autre, la dérive climatique. Et puis il y a le changement climatique. Le changement climatique, on se dit, le climat il change tranquillement. Alors tu vois, c'est celui qui passe le mieux, le changement climatique. Mais quand on parle des autres, ça met un gros coup de pression. Et bien si on se disait que c'est simplement l'histoire de la Terre, l'histoire d'une Terre qui date d'il y a plusieurs milliards d'années, avec des 65 millions d'années après une espèce qui s'est éteinte, des dinosaures qui a laissé place à une nouvelle espèce qui est arrivée et qui a commencé à transformer ce fameux climat. Alors, je vais tenter de vous raconter 2-3 choses pour terminer sur quelque chose de positif. Alors, préparez-vous, attachez votre ceinture, on va partir comme si on était à Walibi à partir de maintenant. Donc, vous allez commencer un petit peu à être impatient, vous dire mais qu'est-ce qui va se passer ? Tout d'un coup, ça va aller très très vite, et puis ça va ralentir et vous allez sortir de là, de cette grosse attraction en vous disant tiens, c'était pas si terrible que ça au final, mais j'avais très très peur avant. Et ben, ça commence avec un climat qui a toujours changé. Oui, déjà, il faut le savoir, le climat, depuis la nuit des temps, a toujours fait de grosses fluctuations, dues au magnétisme, à sa rotation, dues au cycle solaire, dû à plein d'événements comme des éruptions volcaniques un petit peu partout sur Terre. Mais là, depuis 800 000 ans, le climat il est plus ou moins stable. Alors quand on dit plus ou moins, on s'est quand même ramassé il y a moins 20 000 ans une calotte glaciaire qui partait du pôle Nord et qui arrivait jusqu'à vers Knock, comme ça, plus ou moins, haute et épaisse de plusieurs kilomètres. Tout le monde a vu l'âge de glace, ces grandes calottes glaciaires, ces grands glaciers. Et ben c'est à ça que ressemblait l'Europe. On avait des forêts de conifères qui allaient jusque quasiment vers le désert du Sahara. Le désert de Sahara, c'était pas du tout un désert. Il y a à peine 20 000 ans, c'est rien du tout en fait, quand on y pense. Et on pouvait aller à pied tranquillement de Knock en passant à côté d'un grand glacier gigantesque. On arrivait du côté de l'Angleterre, puisque le niveau des mers était 120 mètres plus bas. Et ça, c'était avec moins 5 degrés sur le climat. Mais après, le climat a commencé à se réchauffer, et c'était une très bonne nouvelle, puisque ça nous a permis à nous de migrer vers l'Europe et d'avoir un climat tellement tempéré, tellement génial, tellement parfait, des microclimats en veux-tu en voilà, qu'on a commencé à pouvoir cultiver, et à ce moment-là, à nous développer. Et puis le climat change encore, tout doucement, mais très, 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 très doucement. Alors quand on dit, oui, mais Vincent, le climat a toujours changé. Ah oui, c'est sûr. Mais quand tu passes de moins 5 degrés à, après 10 000 ans, quelque chose genre 0 degré par rapport à nos normes, c'est comme si ton climat, tous les 100 ans, changeait de 0,1. C'est rien, 0,1, qu'est-ce qu'on s'en fout, ça. La vie s'adapte à son aise. Et puis c'est là que l'homme se dit, bon, si j'augmentais mon confort, si j'utilisais mon petit jus de cerveau, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait l'homme, l'humanité, l'homme et la femme tous ensemble, mais surtout l'homme, puisque ce bâtard, il aime bien un petit peu aller au-delà des limites possibles, puisque voilà, c'est fuck le patriarcat, je me permets de le dire, mais bref, parce que il en est en partie responsable. C'est lui qui a commencé à garder toutes ces denrées agricoles en se disant, tiens, je cultive la terre, je vais garder ça pour moi, mais si je cultivais la terre de mon voisin, donc je vais rentrer en guerre contre lui, ça, effectivement, quand une femme donne la vie, je pense que le jour où l'homme donnera la vie, ce sera une femme, forcément, et il verra les choses très différemment. Alors, Aujourd'hui, nous avons réussi à nous dire, les amis, comment est-ce qu'on va faire pour se développer ? On a développé cette fameuse société thermo-industrielle, ce mot qui fait peur. Thermo-industrielle. Et oui, on a sorti tellement de gens de la pauvreté. Des choses très positives, c'est que ce carbone qu'on a utilisé, qui nous a permis d'arriver là où on est aujourd'hui, d'avoir, Marc, cette opportunité d'être dans ce studio merveilleux à haute technologie, le carbone y est clairement pour quelque chose. D'abord, le charbon qui s'est accumulé avec le gaz, et puis le pétrole. Et puis tout ça, malheureusement, heureusement aussi, a permis de sortir chaque année 300 000 personnes de la pauvreté, c'est quelque chose. Et puis malheureusement, réchauffe le climat. Il a toujours changé, mais cette fois-ci, il change à une vitesse jamais vue auparavant. Depuis les 800 000 dernières années, on a remarqué que le CO2 était plus ou moins à 280 parties par million. Et là, maintenant, il est passé à 412, 413, en l'espace de seulement 150 ans. Et aujourd'hui, nous avons atteint plus 1,1. Alors, à quoi ça ressemble aujourd'hui notre climat ? Vous avez vu, on n'a pas de glacier du côté de Knock, mais on se demande, tiens, qu'est-ce qui va se passer demain si on atteint les plus 5 degrés ? Est-ce que le niveau de la mer va monter très très haut ? La réponse est oui, c'est inéluctable, c'est inarrêtable. Et ça, vous dites, mais Vince, on t'avait dit de faire des choses positives dans cette émission, qu'est-ce qui t'arrive ? Vous savez, le changement climatique, ce n'est qu'un petit symptôme. C'est le symptôme d'une société qui veut accumuler, qui veut plus, et encore plus, et toujours plus, au détriment d'absolument tout le reste. Il est évident que le climat est une des 9 limites planétaires. Rajoutez à ça l'acidification des océans, l'effondrement de biodiversité, on atteint des niveaux jamais connus auparavant. Mais le positif là-dedans, c'est que nous faisons cette émission. Le positif là-dedans, c'est que votre hôte ici derrière le micro a décidé de changer radicalement de vie. Adieu ces 15 voyages au Japon. Adieu le jet ski sur la baie d'Hudson devant la Statue de la Liberté où je me croyais comme dans GTA. Adieu ces grosses voitures, la Mitsubishi Lancer Evo 4 que je joue à Gran Turismo sur PlayStation. J'étais tellement content d'avoir une voiture comme ça. Comme quoi, tu n'es pas le seul fan de voiture, Edouard, sache-le. Et
Et je me dis, adieu tout ça, mais regardez, comment est-ce possible quelqu'un comme moi qui a été bercé par les baskets Jordan, par la société de surconsommation, peut tout d'un coup, avec ce genre d'infos que vous venez d'entendre, décider de changer drastiquement sa vie. Mais c'est que la transformation, elle est possible. C'est qu'il est possible de le faire, de s'émanciper de ses peurs et tout ça. Et c'est là qu'on arrive à ce mot, la transformation. En rencontrant des peuples autochtones d'Amazonie, ils m'ont dit que leur chanson préférée, celle qu'ils chantent constamment, tout le temps, non-stop, depuis le plus jeune âge jusqu'à leur mort, c'est Eskawatakayawe, qui signifie la transformation quand on sort de sa chrysalide et et je me dis, mais les gars, pourquoi vous chantez la transformation? Parce que l'humanité est perpétuellement en transformation. Nous sommes en transformation. Et quoi qu'il arrive par rapport à ce que nous sommes en train de vivre au changement climatique, nous nous transformons. Et c'est là que c'est bien, comme me dit ma chère et tendre Kipili, qui écoutera peut-être ce moment. C'est elle qui m'a dit cette phrase tellement merveilleuse. Il y a un appel qui se fait. L'appel, c'est cette émission. L'appel, c'est moi et ma transformation. L'appel, c'est les gens que je vois lâcher leur voiture pour un peu plus de sobriété, pour se sentir mieux, de prendre le vélo. L'appel, c'est des personnes comme Carolina autour de cette table qui font un travail tellement profond sur eux que ça en jaillit sur les autres. L'appel, c'est toutes les personnes qui sont ici appelées par Marc Vossen. Et donc, du coup, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est en train de changer, c'est en train de bouger. Ouais, mais les émissions de gaz à effet de serre continuent à monter, mais la problématique climatique continue à dériver. Mais aujourd'hui, plus que jamais, on en parle. Aujourd'hui, plus que jamais, des gens veulent tout changer, et c'est là qu'est la beauté là-dedans. Le plus grand défi de l'humanité est actuellement là, ici présent. Nous sommes en train de le vivre. Vous vous rendez compte combien d'années, 300 000 ans d'existence de l'humain? Et là, nous avons véritablement le plus grand défi qui s'oppose à nous. Excusez-moi, mais je troque ça volontiers contre le métro boulot dodo de ma mère qui rentrait de son boulot en mode ce boulot il fait chier, le lundi, c'est relou. Vous vous rendez compte, on a l'occasion là maintenant de transformer fondamentalement le monde et de s'adapter à sa transformation en même temps. Moi, je trouve ça c'est motivant. Je trouve que c'est génial parce qu'en fait, ça permet de se dire mais j'ai une mission à accomplir. Et tous ces films de super-héros qu'on nous a mis à la télévision, au cinéma, les Marvel, etc. On a l'occasion aujourd'hui d'être les Spider-Man, d'être les Superman, d'être les super-héros de demain. C'est motivant. Et justement, comme il faut en faire beaucoup, on dit souvent que less is more. Eh ben, c'est le cas de le dire. Ce problème climatique, eh ben, si vous voulez vraiment pouvoir le résoudre et mettre votre pierre à l'édifice, eh ben, faites moins. Parce qu'en faisant moins, en général, eh ben, ça fera plus. Merci tout le monde. L'émission est terminée. J'aimerais dire aussi... Drop de beat. Carolina, merci Vince. J'aimerais ajouter, quand on fait moins, on fait mieux. Exactement. On fait moins de quantité, mais on fait plus de qualité. Merci. Quelqu'un a quelque chose. Oui, quelqu'un. On parle en effet avec le climat toujours de l'écologie extérieure, mais je crois que la transformation, elle est de l'ordre du spirituel qui fait tout un voyage intérieur, et plus on se rend compte d'avoir nettoyé toutes ces poussières ou ce climat désastreux de microclimat nuancé de Marc, ben en fait le travail il est nettoyé, et à partir de là on vit avec plus de sobriété parce qu'on n'a pas besoin d'un confort comme on est habitué dans lequel on est habitué de vivre. Et c'est génial parce que nous on a un impact tellement immense, on dit souvent ouais mais ça fait quoi des petites choses, vu notre niveau de vie et tout ce que nous arrivons aujourd'hui à faire, naître, et ça c'est surtout un truc important, peut-être des gens nous écoutent en se sentant peut-être un peu coupable, il faut pas se sentir coupable, on est né là où on est né, on n'est pas tous nés sous la même étoile, et ici, même si je décide de vivre absolument sans eau, sans gaz, sans électricité, rien, juste le fait d'aller à la commune pour dire salut j'ai décidé de vivre sans eau, sans gaz, sans électricité, l'énergie que je vais utiliser à la commune ce jour-là a déjà un impact bien plus important que le Congolais durant toute son année. Et donc c'est de pas culpabiliser, se dire je suis né là où je suis né, mais nous ici, faire un petit peu moins a un impact colossal. Oui, top. Oui, Virginie. Oui, mais une petite chose, je pense que le chemin dont vous parlez, c'est sûr que tout le monde doit le faire à son tour. Et moi, récemment, depuis peu de temps, en fait, je prends plus de plaisir à aller acheter des fringues, par exemple, alors qu'avant, j'étais une boulimique de fringues. Et de moi-même, en fait, avec le processus que j'ai fait, aujourd'hui, quand je suis dans un magasin, je me sens pas à l'aise. Je me dis, mais en fait, ça n'a plus de sens. Et ça, c'est mon processus. Et je trouve que chacun doit faire le sien à son rythme et avec ce qui le touche, et effectivement. Oui, et on peut commencer par tous les côtés. Hein. Il n'y a pas un seul chemin, il y en a plein. Le fait d'avoir décidé de ne plus avoir de voiture de mon côté et de prendre les transports en commun aujourd'hui, j'ai un vrai plaisir à le faire. Jamais, je n'aurais imaginé avoir du plaisir à prendre les transports en commun. Je vous jure, c'est juste impossible à imaginer pour moi. Et aujourd'hui, c'est faisable. Et on se sent effectivement porté par quelque chose de plus grand que nous, par quelque chose de plus fort. Et on a l'impression de coopérer avec ce truc-là qui nous fait changer, transformer. Donc ça nous fait du bien, en fait. Lutter contre le changement climatique, ça nous fait du bien, ça nous donne un objectif de vie qui, franchement, vaut tellement la chandelle. Donc, less is more. Less is more. Merci beaucoup, Vince. Les saisons. Balancez vos ondes positives. On est reparti avec les saisons, Virginie. Mais c'est assez bien dans le thème finalement, faire moins, ralentir. Bon, moi j'ai une question à vous poser, à mon avis, il n'y a personne qui va savoir répondre ici autour de la table. Connaissez-vous le Kosago ?
T'as une patate dans la bouche. Kosogo. Kosogo. What? Kosogo. C'est écossais. Le Kosogo, c'est un art de vivre à l'écossais. Kosogo. Ok. Alors en fait, ça signifie rester à l'abri des éléments qui se déchaînent. Ça peut être pris au premier sens, c'est-à-dire rester bien au chaud quand il pleut, qu'il neige, qu'il gèle dehors, surtout en Écosse. Ça peut aussi être pris au sens figuré, se protéger de toutes les agressions extérieures, de la tristesse, de la morosité, etc. Alors pourquoi est-ce que les Écossais parlent de Kosogo? En fait, comment se protéger de ça, des agressions extérieures, quelles qu'elles soient? Eh bien, pour eux, c'est en prenant les plaisirs simples de la vie, c'est-à-dire la nature, le cocooning et la chaleur humaine. Et ça, c'est le programme que je vous propose pour cet hiver. Alors comment? Eh bien, c'est simplement déjà en suivant davantage le rythme des saisons, parce que c'est ça aussi qu'ils nous disent du côté écossais, c'est que chaque période de l'année est différente et ça a un impact sur notre façon de fonctionner, qu'on le veuille ou non. En hiver, les arbres perdent leurs feuilles, perdent leurs fruits, ils ralentissent, ils se mettent au repos, les animaux font leurs réserves pour entrer petit à petit en hibernation. Et nous, humains, qu'est-ce qu'on fait? On continue à produire, à avancer au même rythme de janvier à décembre comme si rien n'était, alors qu'on est fatigué, alors qu'on aurait bien besoin de ralentir et de prendre exemple sur cette nature et justement de s'écouter davantage. Et donc moi j'ai envie de vous poser une question. Et si, voilà, on est au mois de janvier, et si on prenait un peu plus exemple sur les animaux, sur les arbres, et que durant ces périodes d'automne-hiver, on ralentissait un peu le rythme? Alors, deuxième chose, on en avait déjà parlé un peu la dernière fois, c'est que quand on se reconnecte aux saisons et à la nature, on se rend compte en fait qu'elle nous fournit tout ce dont on a besoin en permanence. Au moment où les arbres perdent leurs fruits, c'est le moment où les animaux font leurs réserves, les chevreuils, les sangliers, les mulots, les écureuils, ils vont ramasser les châtaignes, ils vont ramasser les noisettes, etc. Ils font leurs petites réserves. Ce sont tous des fruits en fait qui vont leur apporter les nutriments nécessaires pour passer l'hiver. Nous humains, on est aussi fragilisés durant ces périodes-là. Pourquoi on ne va pas chercher les châtaignes dans la forêt? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher les noix chez le voisin? Pourquoi est-ce que... Voilà, et donc, effectivement, on va acheter les noix de cajou du supermarché alors qu'on a en fait à portée de main tout ce qu'il nous faut. Donc, reconnectons-nous aussi pour ça, avec l'alimentation qui finalement... le lien le plus élémentaire qu'on peut avoir avec le monde vivant qui nous entoure. Et puis, dernière chose, se reconnecter aux saisons, c'est sortir par tous les temps. Et ça, les amis, je vous invite à le faire. Qu'il pleuve, qu'il fasse froid, mettez votre nez dehors. Ça fait un bien fou pour le corps, pour le moral. Vous savez que 40 minutes de marche dehors, ça permet vraiment d'estomper ces idées noires, de prendre du recul par rapport à d'éventuels soucis importants. Et puis surtout, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que la baisse de la luminosité va diminuer notre niveau de sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone qui régule positivement les humeurs. Et va aussi diminuer notre baisse de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc, sortez même en hiver, prenez la lumière du jour. Quand il n'y a rayon de soleil, mettez votre visage au soleil. Contemplez les ciels. Les ciels automnales, ils sont dramatiques. Les dégradés de couleurs froides, c'est absolument magnifique. Tout ça est à portée de main. Sur les sentiers, les traces fraîches des animaux, dans la boue, dans la neige. C'est tous des petits plaisirs simples qui nous font du bien et qui nous reconnectent aux saisons, qui nous reconnectent à tout ce vivant dont on fait partie et qu'on ne connaît plus. Et c'est bien dommage. Et dernière chose, qui se promène sous la pluie ici? Moi. Parfois. Vous savez que la pluie est chargée en ions négatifs et que les ions négatifs sont excellents pour notre santé. En fait, l'air n'est jamais aussi pur que quand il pleut. Et quand on respire cet air-là, eh bien, ça nous permet de réduire le risque de maladies respiratoires, par exemple. L'odeur de la pluie qui tombe sur le sol, vous savez, c'est cette odeur de terre. On appelle ça le pétrichor. Voilà. Eh bien, ça aussi, ça, dans nos cerveaux ancestraux, ça nous renvoie à l'idée que tout va bien, parce qu'en période de pluie, pour l'humain des cavernes, ça ne représentait pas des moments de danger, la pluie, parce qu'il ne se passait pas grand-chose dehors quand il pleut. Donc ça apaise notre esprit. Bref, les Écossais l'ont bien compris, pour être heureux dans la vie, il faut être bien en connexion avec la nature, avec les éléments, cocooner chez soi bien à l'abri, entouré de chaleur humaine. Kosogo. Oh, c'est beau, Kosogo. Ouais, cool. Kosogo. C'est chouette à entendre, ça. Hein. Kosogo. Vous commencez par quoi? Vous commencez par quoi? Moi, j'aime bien cette idée. Hein. Enfin, je la fais déjà, mais marcher sous la pluie. Moi, j'ai en permanence des chansons. Hein. C'est toute la pluie tombe sur moi. Sacha Distello, Bridget Thomas, Raindrops keep falling on my head. Waouh, j'ai pas ces rêves. J'ai juste I'm singing in the rain. Ouais, just singing in the rain, ça aussi. Est-ce que ça vous rappelle pas cette extraordinaire scène de cinéma quand il danse, quand Gene Kelly danse sous la pluie?
Effectivement, là, j'en ai perdu 18. Bon, je me tais. Allez, allons en van life. Je m'en vais. Je vais avec Édouard en van life. Parce que Virginie avait posé une question. Je voulais juste rebondir si c'était une bonne idée, justement, cette histoire de faire une pause hivernale. Moi, je serais prêt à militer pour un droit passerelle hivernal, du coup, pour le coup. Comme ça me permet de me dire c'est bon, j'ai mon petit chômage pendant 2-3 mois et avec plaisir de suivre le truc. Excellent. Merci, Vince. Mais au moins ralentir, c'est vrai, on pourrait travailler un peu moins en hiver, pourquoi pas. Enfin, c'est peut-être complètement bisounours. Non, c'est pas du tout. Il faut pouvoir le faire. Emna, puis on va le faire. Tu sais ce qu'ils font justement Pardon, on m'entendait ? Ce qu'ils font dans certains pays, et je parle ici en l'occurrence de la Tunisie puisque je viens de là, c'est que pendant les périodes de Ramadan, en fait, ils adaptent les périodes de travail. Et donc, ils font en sorte que les journées commencent par exemple à 6h jusqu'à 10h. Et puis, ils font une pause pour que tout le monde puisse rentrer et faire la sieste. Et ils reprennent de 14 à 18, quelque chose comme ça. Et donc, je trouve ça très intéressant, les pays, les États, les gouvernements, les villes, peu importe, qui s'adaptent au rythme. Alors ici c'est les saisons, là c'est pour le Ramadan, mais c'est surtout encore plus en été parce qu'il fait très très chaud et donc on ne peut pas sortir en période de grosse chaleur, c'est-à-dire entre 11 et 14 heures globalement, et donc ils s'adaptent par rapport à ça. Donc je trouve ça super cool, ça fait sens et je trouve qu'on devrait faire ça ici aussi. Et d'ailleurs en fait on le voit, tout le monde fait une pause entre, je dirais globalement le 25 décembre et le 2, 3, 5 janvier, pareil pour Pâques, pareil pour la Toussaint. Donc en fait à partir du moment où la société nous impose, mais c'est positif cette fois-ci, nous impose de ralentir, ça fonctionne. Donc peut-être qu'ici, on devrait lancer un appel au gouvernement, je ne sais pas, à la Belgique, pour dire, on devrait peut-être placer certains moments, on est tous d'accord sur le fait qu'on arrête, on bloque, on se repose, on ralentit, on se retrouve en famille, etc. Isa, merci Abna. Mais donc c'est ça, s'il y a des dirigeurs, des décidents qui nous écoutent, ils savent vous savez ce qu'il vous reste à faire et on peut toujours donner un mode d'emploi pour plus de détails. J'aime beaucoup quand Isa dit des dirigeurs et des décidants. Excellent. C'est mignon, c'est des nouveaux mots. C'est bien. Elle est comme un samedi aujourd'hui. C'est peut-être que tu as envie que les décidents soient dissidents. Joli. Allez, on part en van life avec l'ami Édouard qui va nous dire ce que c'est que la van life. Alors, avant de commencer, qui ici, autour de cette table, la bouche dans les micros et vos casques sur les oreilles, est déjà parti en van ? Vous savez, j'ai fait des blagues dans ma vie. Moi, j'en balance. Tu vois Voilà. la planche de surf sur le toit, les vélos à l'arrière du véhicule et les babines volantes du chien par la fenêtre ouverte. Vous voyez Ça ces fait images ? rêver, mais Personne. Avec 3 enfants, c'est un peu dur. Ah ouais, quand même. Écoutez, vous avez tellement de chance de pouvoir découvrir cette nouvelle expérience que vous n'avez pas encore vécue du coup. Parce que oui, j'assume joyeusement, j'ai la chance d'être van-lifer à mes heures depuis 2019. Et je peux vous dire que c'est une sensation de liberté inégalée. Du coup, j'avais envie de vous en partager quelques aperçus dans cette chronique en m'adressant à toi là. Oui, toi, grand fan de Patagonia. Toi qui rêverais d'arpenter ces sommets enneigés avec ton vieux bonnet déchiré. Oui, toi et tes cheveux emmêlés avec ton surf sous ton bras. J'espère que tu as pu apprécier les 4 secondes d'équilibre sur ta planche après ces 25 minutes de fort pour aller toucher cette vague venue du nord. Oui, toi là, qui est à l'instant devant ton écran ou derrière ton volant. Allez, je sens que t'aurais bien besoin de voyager et de rêver. C'est parti mon kiki. T'es prêt à planer ? T'es prêt à explorer ? La clé est dans le contact et j'espère que cela aura aussi son petit intact. Ça y est, la route est prise. Ou c'est peut-être bien elle qui nous prend finalement. Tu te souviens la dernière fois où t'étais toi ? Mon Dieu, que t'étais magnifique. À voir quand tu as tout envoyé valser. Même Brel te sourirait pour te remercier d'avoir essayé de danser. En bref, on pourrait dire que c'est ça le voyage en van. Danser la vie et se dire qu'on n'a qu'à tout recommencer. Recommencer ? Mais par où ? Comment, bon sang ? Maintenant ? C'est ça. Partir en van, c'est retrouver son regard d'enfant, déposé sur ces paysages de toute beauté. Tu t'en souviens de ça, toi ? Quand t'étais gamin, à te prendre pour un guide alpin ? Moi bien. Et mon Dieu, ça m'avait tant manqué. Que c'était beau, que t'étais beau. Tu t'en rappelles, bordel ? Prends-toi par la main, vieux pèlerin, et va te chercher plutôt que de te laisser traîner à vieillir sans souvenir. Allez, hop, 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 il faut vibrer, non ? Bien sûr que si. Alors souris, tu verras, ça suffit. Pourquoi pas changer le hashtag vanlife sur les réseaux sociaux ? On pourrait pas le remettre un peu au goût du jour avec le hashtag urbanlife ? Notre trottoir serait bien plus beau, et puis nous, on s'aimerait.
tous souriants, insouciants, heureux de partager cet instant derrière notre volant, yeux dans les yeux avec nos casquettes sur nos cheveux, plutôt que nos vieux costumes qui nous font ressembler à des enclumes à titre posthume. Allez, en tant que beau bobo, j'essaye pour commencer. Parce qu'il faut pas croire, hein. Moi je repars tous les soirs dans mes rêves pour aller retrouver le vrai Édouard dans le blizzard qui a oublié ce regard d'espoir. J'aspire à me redonner vie, une vie éblouie, et c'est pour ça que je souris. Et puis aussi, oui, j'assume que quand je pars en van, je suis un homme qui pleure devant une fleur en écoutant avec son cœur ce que les oiseaux ont à dire de si haut. Merci à eux d'être pleinement présents, à vivre dans l'instant. Et si la nature était si pure que nous en avions oublié d'observer celui qui a la chance de la sauver? Oui, c'est à toi que je parle. Celui qui sait, mais qui a simplement oublié de la regarder. Tu peux y retourner, tu sais. Tu y es déjà, en fait. Tu verras, il n'y a plus qu'à. Wow, quel poète. Édouard le poète. Ouais, je m'amuse avec ça en tout cas. Merci pour ta proposition. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir par rapport à ce qu'Édouard vient de dire? C'est juste magnifique. Ouais. Ça fait rêver, hein. Ouais, donc, On a envie de s'en allez-y, entraîner. hein, go van life. Hein. J'ai envie de choper un van maintenant. Tu sais que j'ai fait un bête calcul vite fait. Si tu as une maison 4 façades et que tu as une genre mazout de chauffage, etc., eh ben, tu peux faire le tour de l'Europe 4 fois, et donc pendant l'année, que tu consommeras à peine ce que ta maison a consommé pendant l'année. Donc en fait, en gros, vivre une van life consomme la même chose, voire un peu moins en fait, que mais une vraie van life hardcore, quoi, de rouler, d'arpenter les routes. Ouais. Donc je trouve que c'est un très bon truc à faire, donner des ordres de grandeur pour faire comprendre que balance ta maison, revends-la, investis tout dans un bon van, etc. Et c'est parti, et va à la rencontre des gens, et au final, mine de rien, juste par rapport au climat, tu consommeras encore moins. Ça peut être sympa. Oui, c'est intéressant aussi de se dire que malgré le fait que tu prennes la voiture, ça va consommer moins que le chauffage. Que le fait de chauffer ta maison, c'est une des premières raisons, malheureusement. Bien ça. Et du coup, aussi, avec la van life, tu parles de maison, le monde devient ta maison. Et c'est juste extraordinaire parce qu'il y a ces cultures qui se mélangent et on vient à la découverte, il y a la curiosité qui rentre parce qu'on est tous en train de se dire qu'est-ce que t'as vu comme paysage hier? Où est-ce que je peux aller? Et donc ça crée tellement de contacts et donc la Terre et la planète devient notre maison. C'est trop bon. En Suisse, je suis vraiment pour appuyer ce truc-là. En Suisse, j'ai rencontré un gars qui se baladait en van et le mec a fait du woofing. Donc en fait, partout il va trouver des endroits, il fait du woofing et il aide à la terre, il aide chez un fermier, tout ça, il aide à travailler. Il reste là pendant 2 mois, puis après il reprend son van. Il va dans un autre woofing ailleurs et voilà, tu m'as donné envie de revendre la nouvelle maison que je vais l'acheter. Alors c'est chouette parce que donc le monde est notre maison et vous savez évidemment quel est l'anagramme du mot maison. Mélangez les lettres. Maison. Zombie. Non. Ça c'est du verlan. Ouais, zut. Non mais. Aimons. Oui. T'imagines un peu. Oh, c'est trop doux à pyramide. On a un cerveau. Mais il me l'avait dit. Alors, j'ai perdu mon latin et attends, moi j'avais juste envie de demander à Édouard, c'est vrai que moi je connais pas la van life et je la vois juste via la lorgnette Instagram et le hashtag van life et donc c'est super instagrammable comme sujet comme style de vie et voilà, je me demande un peu si toi c'est aussi beau que sur Instagram, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des backstage un peu trash à raconter aussi? Ah mais ça c'est clair, hein. Comme dans tout en fait, et c'est un apprentissage, c'est apprendre de l'autonomie, enfin ça reste encore très confortable d'avoir un van avec son petit frigo, son panneau solaire qui permet de quand même se chauffer aussi. Il y a du gaz aussi, donc on peut chauffer, mais j'entends tes chiffres et ça me fait plaisir d'avoir enlevé un peu de culpabilité par rapport à ce voyage en van. Mais il y a plein de choses qui sont clairement pas instagrammables. J'ai ma toilette dans mon van, par exemple. Je pensais que je vous allez dans les champs. Non mais en vrai, c'est vrai, je l'ai depuis 2019. Et en fait, je vais que pipi nature et le reste aussi. Mais t'imagines si tout le monde faisait ça, mais ce serait trop bien pour les engrais. Oui, on est bien d'accord, Les douches, c'est dans les lacs. Moi, je sais pas dormir je sais pas prendre ma douche dans mon van. Je vais d'office dans un lac, quoi. Même en hiver, parce que alors on peut parler Wim Hof dans une autre chronique, mais toutes ces il y a des. Tu dois dire qui est Wim Hof? Oui, alors c'est un homme qui a commencé à faire des bains de glace et il s'est rendu compte que ça a soigné sa dépression. Donc il y a tout un travail autour de la respiration, etc. Mais clairement que ça m'a, lui, je me serais jamais dit que je ferais des bains de glace dans des lacs d'altitude avec mon van, mais grâce à Wim Hof, un autre qu'on pourrait inviter sur l'émission. Faut pas que moi je confonde les lacs et les étangs parce que je suis capable de ça. Bon, il n'y a pas grande différence. Non, ça va aller aussi.
Merci beaucoup, merci Édouard. Une petite devinette, peut-être? Tout à fait, alors je vais vous presser un petit peu le citron aujourd'hui. Je vous propose donc une devinette. Il s'agit d'une caractéristique dont j'ai hérité à la naissance et dont 30% de la population serait atteinte. Pour être honnête avec vous, mon front est tombé il y a quelques semaines seulement et je me suis dit « Oh my God, comment j'ai pu vivre 32 ans pensant que j'avais en fait un sérieux problème ?» Mais non, apparemment, c'est un don. Premier indice. Trop est le mot qui qualifie le mieux ce trait de caractère. Trop d'émotions, trop de pensées, trop de bruit, trop de tout, et je ne vous le cache pas, ça me rend trop anxieuse. Ma vie est un ascenseur émotionnel constant, je suis trop dans le doute, je doute de tout, même quand je pense que je ne doute plus, je doute encore, et là je doute même de ce que je vous raconte. Franchement, c'est pas une blague. C'est super fatigant d'être moi, si vous saviez. Allez, deuxième indice, prenons une situation concrète. Vous passez une soirée dans un bar, vous rigolez, vous sociabilisez, bref, vous passez un bon moment. Je passe la même soirée dans ce bar, le bruit me gonfle, la musique est trop forte, il y a un petit morceau de mur là-bas qu'ils ont oublié de peindre. Un ami me charrie, je le prends mal et je passe ma soirée à me demander ce qu'il pense de moi. Et pour couronner le tout, je ressens à fond la tristesse de ma copine de droite qui se bourre la gueule pour oublier. Bah du coup, je suis triste aussi. Chouette, ça vrai, n'est-ce pas? Bref, comme le chantait Laurie quand j'avais 10 ans, moi je préfère rester toute seule. Ah, je vois qu'on connaît la ref. La bonne nouvelle. Innocent. Ah, merci de m'accompagner. Ce sont de vrais brigands. On va faire un cœur. Non, mais il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a une explication à ce que je ressens dans les bars. C'est parce que mon cerveau est formé différemment des autres et il est en permanence surinformé par l'environnement de manière très subtile. Et ce trop-plein d'infos fait que je me sens tout simplement dépassée. Et grâce à Fabrice Midal et un test en ligne, je sais aujourd'hui que je ne suis ni une tare, ni une tarée, ouf, et que cette caractéristique physiologique et même génétique est un don. Je peux enfin vivre ma best life d'artiste, parce que oui, les artistes ont ce don qui leur permet de s'y abandonner pour créer et transmettre la vie à travers leur œuvre. Je vous parlerai de quelques outils qui m'ont aidé dès que vous aurez deviné de quoi je vous parle, évidemment. Allez, un dernier indice. Trop fastoche. En espagnol, on m'appelle PAS, persona altamente sensible. Je vous préviens, si vous êtes une PAS, mieux vaut le savoir. Si vous avez les mêmes symptômes que moi, allez vous faire détecter. Cela vous aidera à enlever votre masque, faire votre coming out, accepter votre trop-plein d'émotions et de pensées, dévoiler votre vulnérabilité au grand jour et au passage, vous éviterez sans doute le burn-out. Promis, je n'exagère pas, c'est Fabrice Midal lui-même qui le dit dans son livre. Ce livre m'a sauvé la vie. Je ne rigole pas, il y a quelques semaines, parce qu'il m'a appris l'autogestion de cette drama queen indomptable que je suis. Et si je gère bien, c'est un vrai don que j'ai là. Que suis-je ? Hypersensible. Je pense arachnophobe, tiens. T'as dit quoi ? Arachnophobe. Ah d'accord. Ah mais c'est trop facile. Hypersensible. Mais tu l'as Donnez bien. trop d'indices. Ah, tu l'as bien décrit quand même. Et puis tu le vis bien. Maintenant, oui. Oui, voilà. Oui. Et donc tu peux l'exprimer. Enfin maintenant, oui. Maintenant, j'apprends à le gérer. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est une intégration quotidienne. Il y a parmi nous d'autres hypersensibles ou se sachant hypersensibles. On va être détecté parce que. Ouais, vous en êtes. Toi, Isa ? Toi aussi, Oui. Steph ? Édouard ? Ok. Et vous avez suivi un truc, un examen là-dessus, bien vous le. Non, en fait, tu posais la question comment est-ce qu'on sait qu'on est hypersensible et je sais plus qui répondait, mais avec ça, comment je l'accepte et j'en fais en effet un don et pas une tare. Oui, je sais pas. Moi, j'ai pas de méthode ou j'ai pas de. C'est au fur et à mesure de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on perçoit que les autres perçoivent pas et qui peuvent, qui ont, un effet quoi sur notre morale et donc. Ouais. Édouard ? Oui, en fait, c'est apprendre à se protéger. Et en ce qui me concerne, c'est avoir été tellement sensible à tellement de choses et stimulé par tout et n'importe quoi que je ne savais pas qui j'étais. Et au fur et à mesure que, notamment à travers la méditation ou plein de formations pour calmer les pensées, les émotions, mon corps s'est apaisé et j'ai pu de plus en plus savoir qui je suis et du coup me protéger par rapport à des choses que je n'ai pas envie d'être sensible. Oui, d'accord. Merci, Édouard. Thierry Janssen, il a une
phrase que je trouve assez intéressante. Il dit, moi je pense qu'il n'y a pas tant d'hypersensibles que ça, mais plutôt que notre société est hyposensible. Et je trouve ça aussi intéressant de prendre le problème ou la situation dans l'autre sens. Ouais, merci Nat. Isa? Oui. Et je pense qu'en fait, le meilleur truc, c'est de trouver vraiment un moyen de pouvoir se régénérer, que ce soit dans la nature, en faisant du sport ou en s'isolant, parce qu'en effet, on est surstimulé tout le temps, et donc pas avoir peur de prendre des moments, en fait, juste pour soi, calme et ralentir, comme on a parlé dans la chronique précédente. Merci beaucoup pour cette devinette, Carolina. Mais avec plaisir. J'espère que tous les hypersensibles qui nous écoutent, ou du moins ceux qui n'en sont pas encore conscients, vont aller explorer. Et d'ailleurs, ce livre de Fabrice Midal est un super outil. Suis-je hypersensible ? Donc je vous le conseille parce que il le dit bien dans le livre, si un hypersensible qui ne fonctionne que par ses émotions réprime ses émotions en permanence, eh bien, à un moment, ça pète et ça fait mal. Et on se barre à Barcelone. Et d'ailleurs, je pense que, parce que moi, dans mon entourage, j'ai un hypersensible, moi je ne pense pas l'être, mais du coup, c'est pas mal aussi pour les gens qui vivent ou qui ont sont en contact avec un hypersensible aussi, peut-être de lire ce genre de livre. Hyper important. Je n'en ai pas parlé, mais mon conjoint avec qui je vis se demandait comment me gérer parce qu'il comprenait pas très bien pourquoi j'étais un peu drama queen à certains moments pour des choses qui n'étaient peut-être pas nécessaires. Et honnêtement, ce livre a permis d'apaiser aussi la relation. Et d'ailleurs, dans le livre, ils disent bien, être un hypersensible, déjà, c'est pas facile pour soi-même, mais c'est surtout pas facile pour les gens avec qui on vit. Et donc, je pense que les gens qui nous entourent, s'ils en sont conscients, pourront aussi mieux comprendre nos réactions. Et évidemment, nous, on va aussi tenter mieux se gérer quand on a les outils pour. Merci Carolina. Mais tu viens de donner un petit peu le mode d'emploi. Et à propos de mode d'emploi, il y a Nathalie qui avait envie de dire un truc. On va voir, on va découvrir. Balancez vos ondes positives. Positives. Joyeux bonjour. C'est donc reparti pour une mission ocytocine, créatrice de bien-être et de liens. Récemment, je commençais un accompagnement avec une équipe d'infirmières. Et il y en a une qui arrive en retard. Et alors, les salut mumu, mumu. Boum, ma gourde. C'est l'infirmière. C'est l'infirmière Bardaf. Donc je saisis la perche au vol pour l'inclure. Et donc je la reconnais selon le code en vigueur et je dis bienvenue Mumu. Et la Mumu me recadre, mais du tac au tac. Ah non, hein. Moi, je déteste qu'on m'appelle Mumu. Moi, c'est Muriel. Alors, j'étais un peu interloquée, mais je m'adapte. Je dis bienvenue Muriel. Et là, j'assiste aux réactions de l'équipe qui tombent des nues. Ça faisait des mois que tout le monde l'appelait Mumu dans le service. Et là, c'était le début. On sait justement l'histoire de la météo, hein. Et dans le plus pur style des prises de conscience qui, moi, me font un bien fou parfois quand j'accompagne des groupes, le tour de météo s'est transformé en une session de mode d'emploi autour des prénoms, des surnoms, des diminutifs. Et alors, il y a une participante qui m'a dit « Mais enfin, on apprend les choses !» Elle était complètement éberluée. Et donc, moi, j'ai sauté sur l'occasion pour inviter tout le monde à donner explicitement son mode d'emploi. Parce que parfois, les gens, ils nous traitent d'une façon qui ne nous convient pas. Pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais simplement, elles ne sont pas au courant. Et elles ne sont pas au courant de ce qui est important pour nous. Et ce qui est évident pour moi, ça peut être à des années-lumière de ce que les autres imaginent de moi, ou bien des comportements que les autres apprécient. Moi, je crois profondément que ce qui est dit publiquement ne peut plus être ignoré. Et très souvent, moi, je donne les clés pour faciliter les interactions avec les gens qui me côtoient. L'investissement est léger. J'aime pas ce mot, investissement, je m'en rends compte. L'investissement est léger au regard des résultats engrangés. Ainsi, dans mon ancien boulot, j'avais expliqué à mon collègue, agacé par mes éclats de rire qui peuvent être tonitruants, que j'étais bruyante, mais pas du tout susceptible. Et donc, il avait la possibilité de me faire signe sans prendre de gants, quand c'était trop pour lui, et vraiment, ça a facilité notre relation. Quand je rentre d'une journée particulièrement intense, je sens que je suis un peu nerveuse, j'avertis mes piou-piou, je suis fatiguée, et mon niveau de patience n'est pas très élevé. Je me souviens aussi d'un très très beau moment lors d'un de mes coachings d'équipe. Une participante a expliqué qu'elle avait besoin de moments pour elle entre les séances d'accueil des demandeurs d'emploi. Et c'était la raison pour laquelle elle commençait tous ses temps de midi par un temps à part du reste de l'équipe. Et son partage a été salutaire parce que ses collègues y pensaient qu'elle leur battait froid. Tout ce qui est posé explicitement vient nourrir la culture partagée par les personnes en présence.
Et plus cette culture partagée grandit, plus les relations sont harmonieuses. Et voici donc, vous me voyez venir, la mission ocytocine du jour. Je vous invite à donner votre mode d'emploi et à tester l'effet que ça produit sur votre entourage. Alors, vous choisissez une petite chose, facile à expliquer, un enjeu qui vous fera du bien, sans devoir vous mobiliser trop émotionnellement parlant. Un premier petit pas. Choisissez un besoin qui est présent chez vous, une façon de fonctionner qui vous est propre, un geste qui vous fait fondre, une clé pour interpréter l'un ou l'autre de vos comportements. Testez au travail, à la maison, ou bien les deux, et savourez l'effet produit. Votre bien-être est à portée de voix. Zoupiti zoup. Zoupiti zoup. Merci Nathalie, merci beaucoup. Merci à toi. Oui, Emna. Ah oui, j'ai vraiment beaucoup envie de réagir sur cette chronique. Merci Nathalie, j'adore la thématique et il se trouve que, je sais pas si c'est toi en fait la première fois que tu en avais parlé il y a quelques semaines, je pense qu'il y avait déjà quelque chose en moi par rapport à ça, mais le fait que tu l'aies dit explicitement, pour le coup je me suis dit mais oui, il faut que je donne un mode d'emploi aux gens avec qui je travaille et figure-toi que j'ai mis ça en application et moi mon mode d'emploi c'est ne me parlez pas avant midi. Et je peux te dire que je me suis dit c'est inadmissible, personne n'acceptera ça. La société ne fonctionne pas comme ça. Tu dois être contactable à partir de 9h du matin. Blablabla. Et en fait, moi, j'ai un rythme un peu inversé. Donc, j'aime bien me lever à 9h, 10h, commencer à m'activer un peu vers 11h. À midi, on peut commencer à me parler. Par contre, tu peux m'appeler à 23h. Il n'y a pas de problème, je décrocherai. On peut papoter, on peut même travailler. Pas de problème. C'est mon mode d'emploi. Et en fait, j'ai commencé à le partager avec toutes les personnes, tous les clients, les partenaires avec qui je travaille. Et ils ont tous dit « OK ». J'étais là, ok, donc juste ok. Et en fait, effectivement, il suffit de le dire explicitement et ça change la vie. Donc merci pour cette chronique Nathalie et effectivement, je recommande à tout le monde d'appliquer son mode d'emploi. Et un truc qui peut aider aussi quand vous donnez votre mode d'emploi, c'est parler de vous. Parler de vos besoins. Par exemple, moi si je vous dis, moi je déteste qu'on m'appelle Nata, histoire véridique s'il vous plaît, merci d'éviter ça. Je parle de moi et la personne ne peut pas me dire « Mais non, tu détestes pas !» Mais non, je vous parle de moi, je vous parle de ce qui se passe en moi. Et c'est beaucoup plus doux que de dire, par exemple « Ne m'appelle pas !» ou d'aller vers l'autre en lui parlant de lui, mais simplement je pars de moi, je pars de ce qui est vivant en moi. Et du coup, après, bien sûr, il y a des gens qui vont ignorer votre mode d'emploi. On n'est pas... tout roule pas exactement toujours comme on le rêve. Mais par contre, à partir du moment où c'est dit, ça ne peut plus être ignoré. Ça change beaucoup. Ouais. Romain ? Je trouve ça très intéressant et c'est aussi... intéressant, important de découvrir son propre mode d'emploi. Par exemple, moi, il y a quelques mois seulement, on m'a dit, j'ai découvert ce que c'était vraiment d'être introverti. Je pensais que c'était quelqu'un qui était timide ou qui n'aimait pas être en société. Et en fait, c'est le fait de tirer sa force de soi, d'avoir des moments pour soi, de se ressourcer. Et une fois que j'ai compris ça, j'ai pu me comprendre mieux et aussi, comme tu disais, par rapport aux collègues, par exemple, ne pas aller tous les midis avoir un lunch avec eux, mais pouvoir leur dire là, j'aimerais simplement faire 1 heure seul et après, je reviens plus rechargé. Donc, c'est important d'avoir son propre mode d'emploi et après de le partager, comme tu dis. Merci en tout cas. Édouard ? Oui, et je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que c'est à nouveau la question connais-toi toi-même, quoi. Et plus on rentre dans cette curiosité personnelle de ce voyage intérieur pour découvrir c'est quoi être un être humain, avec ses bonnes et ses mauvaises facettes, plus on peut le partager aux autres. Et dans les paradoxes de la vie, c'est seulement lorsqu'on est en collectif qu'on peut apprendre comment on fonctionne. Et donc, j'ai pas envie d'utiliser le terme confronter, mais c'est en allant au contact de l'autre qu'on peut apprendre quel est notre mode de fonctionnement. Et donc, c'est un cercle vertueux, j'ai envie de dire, quand on y met de la conscience à travers des paroles et des questions et la bienveillance et tout ce que tu fais dans ton quotidien au niveau professionnel. Donc, merci pour ça, mais il faut à nouveau se poser la question, se connaître soi-même, quoi. Yes. Oui, il y avait encore une réflexion ? Non ? Super. Bon, merci beaucoup, Nat. Merci. Alors, les jeunes... Merci beaucoup, Nata. On peut dire Nat. J'ai dit Nat. C'est très bien. Nat, j'adore. Allez-y. Nat, ça va. Bienvenue, Nat. Mode d'emploi pour les jeunes et le travail ? Oui, c'est ça, sans transition. J'ai l'impression qu'on va faire un petit grand écart, mais ça va bien se passer. C'est vrai qu'on est un peu... c'est la période fin de blocus, fin d'examen pour
pour les étudiants. Et moi, j'avais envie de vous partager le contenu d'une conférence que j'ai organisée cet automne au festival Maintenant à Louvain-la-Neuve, dans le cadre de la série podcast L'Instant Papillon que je réalise. Et en fait, cette conférence, oui, elle avait pour thématique les jeunes, les études et le travail, comment les aider à trouver du sens. C'est vrai qu'on a abordé quand même cette question du sens déjà entre nous. Et moi, de manière générale, avec l'Instant Papillon, c'est ça. J'essaye de comprendre en fait ce que ça nous fait de vivre dans un monde en pleine transformation. Et j'ai moi-même des grands ados à la maison et la thématique de la jeunesse me touche. Et je me dis que ça doit pas être simple d'avoir autour de la vingtaine aujourd'hui. Puis il y a des constats aussi, que ce soit à l'école secondaire avec la montée en flèche du décrochage scolaire. Donc les élèves qui ne veulent plus aller à l'école, ils sont près de 30% quand même pour l'année 2021-2022. Ou que ce soit au niveau des études supérieure. C'est vrai que les étudiants, les parents, les enseignants, les accompagnateurs en orientation font remonter un mal-être grandissant des ados et des jeunes adultes par rapport au sens de l'école et au système scolaire en général. Alors beaucoup ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ils se sentent perdus, ils ne voient pas à quoi les études peuvent servir, ils ont des difficultés à se projeter dans le marché du travail et ils n'ont pas envie de travailler pour des entreprises qui ne s'engagent pas pour un monde plus humain et plus durable. Alors pour eux, le modèle classique de la maison, le couple, les enfants, le gros salaire et le chien, ça fait plus du tout rêver. Alors pour certains, ça devient vraiment problématique et paralysant, ou alors ça peut les amener à changer totalement de direction. Ça peut les amener à bifurquer, c'est-à-dire qu'ils refusent consciemment de suivre la voie tracée par leurs études. Vous avez vu peut-être passer au printemps dernier un discours important des étudiants ingénieurs d'AgroParisTech qui déclaraient leur bifurcation publiquement. Mais ce qui se passe, c'est que nous, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours quoi leur dire. Parce que pour nous, adultes, peut-être que le schéma école, études, travail, il est normal, il est rassurant. C'est par là qu'on est passé. Alors j'aimerais vous dire que si vous êtes prof, parent ou étudiant et que vous vous sentez touché par cette problématique, j'ai envie de vous transmettre les ressources que l'on a partagées lors de cette conférence. Il y a d'abord le documentaire français Rupture. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. C'est réalisé par Arthur Gosset et coproduit par Hélène Cloître. Et en fait, il montre le parcours de 6 étudiants qui ont décidé de bifurquer, soit pour créer leur projet, soit pour se former de manière plus autodidacte, pour militer. Et c'est un film qui est disponible à un prix tout doux sur la plateforme spicy.com. Et c'est vraiment un excellent point de départ si vous voulez ouvrir la discussion avec vos parents, vos élèves, vos amis. Alors il y a aussi le Centre d'information et d'orientation, le CIO à Louvain-la-Neuve, qui offre des séances d'information gratuites sur les nouveaux cursus liés à la transition écologique et sociale et qui vient de publier aussi un guide gratuit, aider les jeunes à s'orienter dans un monde en transition. Puis il y a une structure comme l'IFF Europe, qui propose des parcours pour les jeunes qui veulent répondre à 3 questions. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et pourquoi je vais le faire ? Et puis voilà, une chouette piste qu'on oublie souvent, je trouve que c'est le service citoyen qui permet aux jeunes de 18 à 25 ans de s'engager pendant 6 mois dans un projet solidaire de leur choix. Et c'est souvent une expérience super constructive par laquelle on se sent utile et qui peut donner un nouveau cap. Et voilà, je vous propose d'avoir plus de ressources aussi si vous écoutez la conférence qui a été enregistrée et que vous pouvez trouver sur l'instantpapillon.be. Et toutes les plateformes d'écoute podcast. Merci Steph, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un avait envie de réagir par rapport à ce que Steph évoquait ? Déjà, on applaudit bien. Merci. Moi, j'oserais faire une petite blague. Non, mais en fait, j'ai une image ici devant moi et c'est un père qui dit à son fils « Mais si tu refuses de travailler, d'accomplir des tâches stupides avec des horaires merdiques et pour un salaire dérisoire, comment toucheras-tu la retraite qui n'existera plus ?» Absurde, n'est-il pas ? Moi, ça me ferait plaisir de rebondir, puisque je travaille beaucoup dans l'éducation, forcément, donc ce que tu dis là est méga interpellant, puisque on voit effectivement tous ces jeunes qui ont perdu complètement le sens de l'école, et cette école qui est très lente pour se transformer, très lente. Souvent, ça vient d'en bas, des professeurs qui, souvent, malheureusement, sont démoralisés aussi de se dire je suis seul prof, parce que forcément, quand on est toujours dans un système où le terrain de jeu est la compétition, la rivalité, et aussi l'entraide, mais le terrain, c'est la compétition, et dedans, la rivalité et l'entraide se battent. Et forcément, un professeur qui arrive à changer les choses de l'intérieur en motivant la direction, les autres profs, c'est pas moi qui ai eu l'idée.
Alors pour qui elle se prend celle-là? Je dis bien celle-là, souvent des femmes que j'ai pu rencontrer dans les écoles qui mettaient des gros projets en avant. Et quand on passe par au-dessus, parce qu'on se dit tiens, on le fait par en dessous, il faut aussi le faire par au-dessus, à travers les ministres, le responsable de l'officiel et du libre, on se rend compte que là-bas, c'est ah ouais, mais les décisions au gouvernement pour faire un petit changement, genre la cantine de l'école, c'est long, c'est complexe, là tel est pas d'accord, là l'autre est pas d'accord, et ça discute parce que ils ont eu la bonne idée, alors que l'opposition se dit ah zut, ils ont eu la bonne idée, hein, ça aurait dû être nous. Et tout ce processus est très très lent, ce qui fait qu'effectivement on a tous ces jeunes qui se demandent mais pourquoi je me lève encore, pour apprendre des choses en fait qui étaient effectivement utiles à une période, mais aujourd'hui effectivement ce sont des petits leviers, des petits mécanismes. Et ce que tu dis là, je rebondis vite sur un truc où j'ai discuté avec la ministre de l'Éducation en disant mais regarde la situation où on est. Je lui fais un petit topo, je dis l'école, quand est-ce qu'on va tout transformer? Et elle me dit on a déjà mis ça en place et tout. Et alors je rebondis en disant mais si je comprends bien ton parcours et tout ton programme que tu viens de changer, ça veut dire qu'il va falloir 15 ans pour que tout le monde comprenne ce qui est en train de se passer en termes de limites planétaires sur Terre. J'ai 15 ans de perdu et encore j'ai pas vu les trucs. Et elle me dit ouais, c'est le plus vite qu'on peut aller avec ce système. Et donc ça crée des jeunes mais qui se demandent mais qu'est-ce qui se passe, quoi, comment. Et je pense que justement en allant un petit peu là-bas avec Marc comme on a fait une fois et leur redonner la passion, l'envie de montrer leur talent en avant, c'est se dire ok, prenons aujourd'hui des risques de transformer l'école intérieure, des directeurs le font et les jeunes, alors là le taux de décrochage chute et il y a une envie et c'est parfois des petites choses, des petits réglages qui permettent. C'est ce que tu évoquais, c'est d'abord souvent dans un système compliqué des histoires d'hommes et de femmes qui s'engagent, des directeurs d'école, des directrices d'école, des écoles spécifiques, les Montessori, Steiner et autres, pour pouvoir effectivement avancer. Donc il y a des choses qui se passent. Mais comme tu le dis, c'est lent. Il faudrait accélérer un peu le mouvement. Oui, et moi ce que j'ai retenu de cette conférence aussi, parce que elle se passait devant des étudiants de secondaire, et dans le panel il y avait des jeunes adultes qui témoignaient de leur expérience, et c'est que en fait ils sont arrivés un peu tous, oui c'est quoi cette conférence où on est un peu obligé de venir avec les profs et tout ça, et puis en fait dès qu'on parle et qu'on laisse l'espace aussi de dire oui en fait c'est compliqué, et ils étaient super intéressés, il y avait de l'échange, et voilà, je vous invite vraiment sans faire de la simple autopromo à écouter, parce que c'était très riche et très nuancé en fait comme conférence. Isa. Oui, mais en fait, ils sont parfois désespérés, ils se posent énormément de questions, mais je trouve qu'ils ont une grande qualité, c'est l'audace, et on le sent dans cette nouvelle génération, dont on fait aussi partie évidemment, qui ose mettre en place des projets, qui y croient et qui pensent encore que c'est possible de renverser. Et donc je pense que dès qu'il y a une étincelle en chacun, en nous, il faut l'explorer, il faut la tenter et s'en nourrir en fait. Partager, tisser des liens, échanger. Ouais. Et ça me fait penser, j'ai oublié de parler d'une structure qui organise des séjours itinérants pour les jeunes à partir de 18 ans jusqu'à 25 ans, justement pour se poser un peu les questions, pour se réorienter, mieux se connaître, se réorienter et revenir autrement, soit dans les études, soit poursuivre sa vie, mais dans de meilleures dispositions. Merci beaucoup Steph, merci à Romain qui, après les enfants, les adolescents et les étudiants, va nous parler des sans-abri. Les sans-abri. Mais sans fatalisme. Balancez vos ondes positives. C'est de nouveau un petit peu un grand écart, mais on va entamer notre premier tour d'Europe des solutions. Ça commence un petit peu difficile, mais après, comme on vous le promet à chaque fois, il y aura des solutions vers la fin, une lumière au bout du tunnel. D'abord un peu de contexte. En effet, on a tendance à ne pas les regarder, à faire semblant de rien, mais en Belgique, ce sont près de 20 000 personnes qui n'ont pas de toit. Et parmi eux, 4 000 sont des enfants ou des mineurs. Est-ce que vous vous rendez compte? Des jeunes dorment dans la rue et c'est considéré comme normal dans notre société. Ces personnes sans logement sont parmi les plus vulnérables. Elles ont un accès très limité à la protection sociale et aux services publics. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. On ne devrait pas se résoudre à accepter cette situation. Quand on cherche un peu, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives et de solutions qui existent déjà. Des choses parfois simples pour donner aux personnes sans abri une chance de mener une vie décente. On en parle rarement dans les médias, mais ces idées méritent quand même un peu plus d'attention, vous ne trouvez pas ? Si, à fond. Merci Isa. Je suis d'accord avec toi Isa. Exactement. Merci pour Je valide. Pour la réponse. Je pensais que tu t'adressais aux auditeurs, pas à nous. J'espère que les auditeurs sont d'accord avec vous et avec nous. Moi j'étais ébahie en fait, je t'admirais. Magnifique. Alors écoutez ça.
On fait ce petit tour d'Europe des solutions pour en parler un peu plus, et j'espère que vous en parlerez aussi un peu plus autour de vous. On commence en Finlande, qui est pionnière de l'approche du Housing First, ou logement d'abord en français. C'est l'idée toute simple de donner aux gens un logement sans condition dès qu'ils en ont besoin. Vous pensez que c'est fou? Irréalisable? Non. On ne pense pas. En effet, ce n'est pas fou. Le pays a réussi son pari solidaire. Aujourd'hui, il n'y a presque plus personne qui dort dehors à Helsinki. Ou encore, dans le nord de la France, quelques personnes ont créé la Petite Maison Solidaire, une sorte de Airbnb social visant à louer sa maison à des familles précaires plutôt qu'à des touristes fortunés. Au Royaume-Uni, l'année passée, le gouvernement a logé presque 90% des personnes sans abri dans des hôtels qui étaient désertés à cause de la crise du Covid-19. Ou encore, en Grèce, le maire d'Athènes, Kostas Bakoyannis, je voulais t'en parler tout à l'heure, est en train de créer une charte des droits des personnes sans logement. C'est une première dans le monde et ça permettrait de reconnaître leurs droits fondamentaux à l'éducation, à la santé et à l'emploi, même s'ils n'ont pas de toit. Chez nous, en Belgique, j'espère que vous connaissez déjà Doucheflux. Super. Ils fournissent, pour ceux qui ne connaissent pas, vous connaissez tous ici autour de la table, mais pour les auditeurs qui ne connaissent pas. C'est un camion, ça, non? Ils se baladent aussi, oui, tout à fait. Ils se baladent dans les rues de Bruxelles. Voilà. Ils fournissent en effet par camion et dans des centres d'hébergement. Quand il est en van life. Ça concerne peut-être aussi ceux de la van life, mais pas seulement. Donc ils fournissent des douches, des casiers, une laverie et aussi un peu d'humanité. Mais il y a tellement plus à faire. On voit qu'il y a des gens qui se bougent un peu partout. Alors, et si on se bougeait aussi? Dites-nous si vous connaissez d'autres solutions et on continuera évidemment à les partager. Ouais. Merci. Merci Romain. Commentaires, réflexions, idées, partage. Hyper inspirant. Personnellement, c'est une thématique qui me touche beaucoup en tant que grande frileuse, parce que je compatis vraiment, sincèrement. Il fait froid là, décembre, janvier, février, mars. Il fait vraiment froid et je trouve qu'être sans abri, c'est vraiment pas facile. Donc c'est une très très noble cause et je trouve ça super que des gens comme toi, Romain, œuvrent pour mettre en avant les solutions qui existent. Parce que si ça se trouve, en fait, on a tous envie d'aider, on sait juste pas comment. Et là, tu nous donnes quelques clés, donc merci. Merci beaucoup, Nat, et puis Edouard. Oui, alors il faudrait que je retrouve le nom de l'initiative, mais c'est une organisation où elles aident les sans-abri, comment on appelle, les femmes sans abri, avec des façons de gérer leurs règles, parce qu'évidemment c'est aussi un enjeu quand on est dans la rue de devoir garder une hygiène correcte par rapport à tout ça. Et donc je trouve que c'est aussi intéressant de repenser à ces besoins basiques qu'on a et qui sont tellement complexes à gérer quand on est aussi à l'extérieur. Je ne me plaindrai plus d'avoir mes règles. Tu ne t'es pas plaint. Non, c'est vrai. Tu ne t'es pas plaint. Ouais, moi, j'avais envie de pointer l'association Empreinte via le projet L'Étoile, qui propose un cinéma itinérant, qui projette et crée la rencontre à Bruxelles et en Wallonie. Et donc, voilà, elle permet de reconnecter les personnes marginalisées avec la magie du cinéma. Top, Virginie. Oui, moi dans le Namurois, il y a l'association Les Trois Portes qui aide en fait les femmes qui se retrouvent à la rue avec enfants, femmes victimes de violences conjugales, parce que malheureusement encore trop souvent aujourd'hui, la femme violentée, c'est elle qui doit quitter le foyer parce que l'homme reste et donc elle se retrouve parfois dans la rue avec les petits. Et donc à Namur, il y a un centre qui accueille ces femmes. Je les ai rencontrées il n'y a pas longtemps et voilà, il en faudrait beaucoup plus aussi encore. Merci Virginie. Romain? Oui, merci pour ces retours. C'est vraiment le but d'avoir d'autres solutions, d'autres initiatives qui se mettent en place et que plus de personnes puissent les entendre et peut-être agir à leur tour. Je voulais juste mentionner une correction qui s'est faite toute seule, mais c'est important de parler effectivement de personnes sans abri et pas juste de sans-abri. Comme c'est important de parler de personnes migrantes et pas juste de migrants, parce qu'alors sinon on déshumanise. Et donc ça fait partie du travail qu'on essaie de faire ici. Excellent. Dans notre vocabulaire de tous les jours, être attentif à ça, c'est vraiment très important. Merci. Vince? Alors moi j'ai vite compilé 2-3 infos parce que j'avais un chiffre en tête, c'est qu'il y a 1/3 de logements vacants en Ile-de-France. Alors je parle de la France, je me suis dit tiens, c'est un chiffre que j'avais, ce qui est quand même effarant, 1/3 de logements vacants qui sont là, pas utilisés. Et alors je me suis dit tiens, mais je vais vite faire un calcul en Belgique, qu'est-ce qu'on a? Alors je suis tombé sur une étude de la VUB qui explique qu'il y a 10 000 bâtiments et dans ces 10 000 bâtiments, en fait, l'étude de l'ULB VUB ont déterminé 26 400 logements disponibles, inoccupés. Ils sont là, maintenant, en ce moment même. Alors je me suis dit, on va vite corréler avec le nombre d'adultes et d'enfants en situation délicate à Bruxelles. Eh ben, il y a 4 380 adultes et 933 enfants qui vivent dans une situation délicate à Bruxelles, donc entre la rue. Alors je me dis, mais attends, mais si je fais le calcul total, ça nous fait 5 300 environ pour 26 000 logements disponibles. Qu'est-ce qu'on attend?
Et pour répondre dans ce sens-là, question. encore une initiative, c'est Comuna. Justement, ils ont identifié, ils appellent ça même la 20e commune de Bruxelles. C'est tous les logements, tous les bâtiments vides qui sont inoccupés. Et donc, eux occupent ces bâtiments et en font des endroits pour des initiatives sociales. Donc, ça va dans ce sens-là. Allez regarder aussi ce que fait Comuna. Comuna, la 20e commune de Bruxelles. Ça doit être un très bon argument marketing, ça. Ouais, Et il y a moyen de faire son service citoyen chez Comuna. Donc on en parlait tout à l'heure, mais pour combiner les deux. Très chouettes échanges. Romain, bourgmestre de Comuna. Romain. Et je serai ton échevin des sports, t'inquiète. Venez tous. Merci beaucoup pour ces échanges. Et nous terminons aujourd'hui avec Emna qui va nous parler d'une expérience qui a un certain prix. Oui, une expérience plutôt effrayante. Et en fait, petit clin d'œil pour toi, Vince, parce que je sais pas si tu t'en es pas rendu compte, mais en fait, à chaque fois, tu spoil mes chroniques. Ah bon? Ouais. Alors Parce que c'est la connexion, ça, attention. Ouais, c'est le pouvoir spirituel, ça. Mais effectivement, donc tu spoil, mais je t'en veux pas, parce que c'est cool. Et donc, est-ce que vous avez été attentif et entendu ce que Vince a dit au début de l'émission? Il a parlé... Walibi bip. Ouais. Incroyable. Il a parlé de Walibi et donc je vais vous parler aujourd'hui de Walibi, ce fameux parc d'attractions. Donc il y a quelques semaines, je vais au parc d'attractions et à l'occasion d'Halloween. Et c'était tout à fait effrayant, mais pas effrayant à cause du fait que c'était Halloween. C'était effrayant en regardant simplement les heures de file, rien que pour entrer dans le parc. En gros, vous pouviez compter minimum 2 heures pour une seule attraction. Et pour chaque petit service demandé, un passage à la caisse forcé. Même pour les besoins les plus primaires, tels qu'aller aux toilettes, boire de l'eau ou se sécher. Et c'est là que je me suis rendu compte que, au nom de la consommation et de l'accumulation du profit, plus rien n'est gratuit. La générosité n'est plus. Voilà un exemple parmi tant d'autres. Prenez la mobilité à Bruxelles. Pour ceux qui n'ont d'autre choix que de se déplacer en voiture, vous l'aurez remarqué, il est devenu très difficile de se garer. Et si vous avez tout de même la chance de tomber sur une place, soyez prêts à payer à peu près 3 € de l'heure en moyenne. J'entends déjà ceux qui diront « Oui, mais tu n'as qu'à prendre les transports en commun, Emna !» Grand débat qui pourrait faire l'objet d'une prochaine chronique, très certainement. Pour l'instant, je répondrai à cela que 1. Il faudrait déjà que les transports en commun soient présents sur tout le territoire, y compris hors Bruxelles, c'est-à-dire dans les villages et dans les campagnes, et 2, ça reste très cher, si pas équivalent au prix de la voiture. Je m'égare, on reparlera de ça lors d'une prochaine chronique, revenons-en à nos moutons. Toujours est-il que j'ai été frappée par le manque de générosité. Pourtant, en parlant de cette anecdote autour de moi, on m'a dit que le parc était très bien pendant l'année, le personnel est attentif, aux petits soins, il y a des enquêtes de satisfaction auprès des clients, etc. Bon. Il faut croire que l'appât du gain a pris le dessus pour cette période en particulier. Personnellement, j'ai la conviction que cette vision du profit court-termiste n'est pas la bonne. On voit bien les conséquences que ça a créées, notamment au niveau écologique et planétaire. À l'inverse, l'expérience client, elle, est fondamentale. Et là, heureusement, il y a encore quelques personnes qui tentent d'inverser la tendance. Je vous donne un nouvel exemple. Il y a quelques semaines, ma super coach en développement personnel, et elle est vraiment trop forte, elle ressent les choses à distance, elle m'envoie un message. Et elle me dit « Emna, je sens que ça boue à l'intérieur. Tu veux qu'on s'appelle ?» Je dis ok. Et en fait, je vous explique en 2 secondes. On est censé avoir un programme d'accompagnement de 12 séances et j'ai demandé à mettre ça en pause parce que je sentais que j'en avais besoin. Elle clarifie alors et elle me dit « T'inquiète, c'est hors du programme d'accompagnement. C'est donc vraiment et purement une démarche d'humain à humain. » Waouh, sympa. Et voilà que nous passons 1 heure au téléphone, 1 heure salvatrice, mission accomplie. Je suis dégonflée. Et après ça, en fait, j'avais beaucoup plus envie de reprendre l'accompagnement, alors qu'à la base, j'avais décidé de le mettre en pause. Cette situation en soi, elle n'a rien d'exceptionnel. C'est ce que font beaucoup de gens aujourd'hui. Vous savez, on voit beaucoup de premiers rendez-vous gratuits, assister aux webinaires gratuits, etc., etc., et on essaye de vous vendre un truc derrière. Et c'est OK. Mais on sent la différence entre ceux qui tiennent à tout prix à forcer la vente derrière versus ceux qui le font par la vraie générosité du cœur et qui laissent réellement la liberté au client et à la personne de choisir sans pression aucune. Merci à ces derniers. Comme me dit souvent mon papa, donne et tu recevras. Alors mon message et mon appel à tous aujourd'hui, c'est soyez et soyons humains, soyons tout simplement généreux. Et merci Emna, merci. On a 1 minute pour terminer. Quelqu'un, un commentaire, une réflexion
un partage après ce que Emina vient de dire. Tu vas aller plus vite à Walibi, tu prends un Speedy Pass. Mais ça coûte très cher, voilà, effectivement. on passe à la caisse. Alors comme je vais à Walibi tous les 3 ans, je me dis je fais le gros investissement Speedy Pass directement, ça coûte moins cher que si j'allais plusieurs fois dans l'année. Et voilà. Et ma fille adore. Ouais, papa, on fait pas la file. Petite anecdote rapide. Vas-y. Ça nous tue cette course au profit. Ça nous tue littéralement et c'est très compliqué parce que à partir du moment où tu dois négocier des contrats aussi, t'es dans ces précipitations, t'es dans ce truc là maintenant du direct et c'est toutes des choses en fait qui font que parfois t'as avec un pacte faustien au fond de toi. Tu te dis bon allez je vais essayer de gratter le plus possible sur le moment, mais après finalement tu restes dans un cercle extrêmement négatif et qui se perpétue. Et en fait l'idée c'est de pouvoir en sortir. À partir du moment où tu en sors et tu fonctionnes avec le nécessaire, c'est bien, ça entraîne toute la sobriété sur le côté et tu te dégages d'un poids immense comme celui de demander de l'argent à Marc Vossen. Eh bien les jeunes, merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui pour à toi, pouvoir Marc. partager à nouveau vos réflexions, vos idées, vos visions, vos enthousiasmes, vos envies, vos désirs, vos plaisirs, vos rêves et tout ce qui s'ensuit. On se retrouve dans 15 jours. Je vous embrasse. Merci Marc. Merci. À bientôt. Ciao.